Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en direct au Salon de l'Agriculture de la Porte de Versailles où nous sommes depuis lundi. Nous y restons, nous, en ce qui concerne cette émission, jusqu'à jeudi. C'est avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision bien sûr, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission. Dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter, puis Territoire d'info. Après la météo, c'est l'invité politique Nicolas Dupont-Aignan qui sera présent sur ce plateau aujourd'hui. Enfin, l'actualité parlementaire et politique avec Territoire Sénat en fin d'émission. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un tout petit instant en direct du Salon de l'Agriculture. Connaissez-vous l'AgTech ? Comprendre l'agriculture technologique, elle est très présente au Salon de l'Agriculture. Exemple avec 2 start-up françaises, l'une toulousaine à l'origine d'un robot désherbeur autonome pour le maraîchage et l'autre start-up parisienne, elle, à l'origine d'un drone qui survole les parcelles céréalières pour améliorer les épandages d'engrais. Regardez ce reportage de Jonathan Dupriez de Public Sénat. Voici un robot de désherbage mécanique. Cet engin de 150 kg, totalement autonome, est capable d'enlever les mauvaises herbes à raison d'1 hectare par jour, à condition de bien le paramétrer. Par exemple, la largeur des rangs et ensuite dans quel sens se situe la parcelle. Grâce à ses batteries, le robot peut désherber jusqu'à 10 heures. Si cette machine a un coût, 25 000 € pièce, la start-up le voit comme un investissement à long terme pour réduire la pénibilité du travail. Plus de temps, peut-être pour le petit maraîcher, on va dire. Et ensuite, voilà, éviter des tâches, vraiment des tâches ingrates. D'autres entreprises innovent à l'image de ces Parisiens. Ils ont lancé il y a quelques années ce drone permettant de cartographier des parcelles céréalières grâce à un capteur high-tech. Le soleil va un peu traverser le capteur, va aller réfléchir ce qui se passe dans le sol et va être interprété par les 4 optiques qui sont là. Blé, colza, le drone peut analyser 3 hectares par minute. Et les données sont directement modélisées sur l'application mobile. Elles permettent à l'agriculteur d'optimiser son épandage d'engrais. Ils recherchent à adapter leur apport d'engrais sur leur culture et placer la bonne dose, faire une économie d'engrais, mais surtout être capable de voir ce que la culture va absorber en azote. La technologie séduit de plus en plus les agriculteurs, une population déjà très connectée. Le numérique va l'accompagner justement dans l'automatisation de certaines tâches, lui redonner ce temps-là pour remettre effectivement les mains dans la terre et se reconsacrer à son métier premier de passion. Selon une récente étude, 80% des agriculteurs utilisent Internet pour leur activité. Voilà, suite de ce JT des territoires, voilà, en direct du Salon de l'Agriculture de la Porte de Versailles. Direction la Normandie à présent. Après divers scandales sanitaires, vous le savez, la filière viande a mis en place des contrôles très stricts, des contrôles nécessaires pour reconquérir le cœur des consommateurs. Exemple avec ce couple d'éleveurs de bovins de race Limousine, depuis 13 ans à Saint-Aubin-le-Vertueux, en Normandie. C'est un reportage qui est signé Béatrice Faisan de Public Sénat. Laetitia et son mari Fabien sont éleveurs de bovins en race Limousine depuis 13 ans à Saint-Aubin-le-Vertueux, en Normandie. Dans leur ferme, toutes les étapes de production sont sous contrôle, car chaque détail compte quand on veut faire de la qualité. Bonjour Laetitia. Et justement, aujourd'hui, la Chambre de l'agriculture de l'Eure vient faire une visite. Première étape, les bêtes. Bon, ça tu vas nous montrer tes animaux. Là, il y a 81 vaches. Les limousines sont nourries uniquement par le foin produit sur l'exploitation. Tout est frais et fait maison. C'est même Fabien qui amène ses vaches à l'abattoir une fois par semaine. Personne d'autre n'a le droit d'y toucher.
La traçabilité, ça passe par l'identification de tous les animaux. Et ensuite, quand Laetitia et Fabien choisissent une bête pour l'envoyer à l'abattoir, elles récupèrent une carcasse avec cette identification. C'est le numéro de l'élevage, c'est un numéro qui est suivi, parce que en fait, on est éleveur à partir du moment où on a un numéro d'agrément. Ce numéro correspond à l'étiquette que l'on retrouve sur l'oreille de la bête. Grâce à cette exigence, les éleveurs ont rejoint le label Bienvenue à la ferme il y a 6 ans et vendent désormais leurs produits en circuit court. Seconde étape de la visite, la boutique. La date d'abattage, le poids, le classement, la propreté. Il faut savoir que maintenant on est classé par rapport à la propreté des animaux. Donc nous en général, de toute façon c'est forcément A parce qu'elles sont sur paille, donc on paille tous les jours. Donc c'est forcément A. Après c'est vraiment le numéro de battage. A, c'est la meilleure note. Oui. Et là encore, tout est scruté. Donc quand on fait les visites de suivi qualité bienvenue à la ferme, c'est essentiellement donc l'étiquetage, que chaque produit soit bien étiqueté, avec le nom du produit, le prix au kilo, et notamment, là j'ai vérifié, il y a bien les allergènes de marquer. Tout est en règle et ça rassure les clients. Moi j'ai insisté que la dame je la connais depuis longtemps, donc je sais ce que je lui prends et puis je lui fais confiance. Dans les magasins on peut malheureusement, la confiance c'est plus quoi, avec tout ce qu'on entend, on sait plus à qui on achète, comment, que là on la connaît, voilà j'ai fait confiance. La confiance, c'est la recette qu'a choisie Laetitia pour se démarquer des divers scandales sanitaires. Quand il y a eu le fameux scandale sur la viande polonaise, pour nous ça a été super, dans le sens où les gens se sont réveillés en disant « Ah bah mince, on a des producteurs juste à côté de chez nous » et là ils sont venus nous voir. Et ça vient directement voilà, de la ferme, de notre ferme, à leur assiette. Voilà, il n'y a pas 36, parce que là, je sais pas, on est quand même assez d'éleveurs en France pour acheter de la viande en France au lieu d'acheter de la viande polonaise. Derrière chaque petite fleur, il y a donc un producteur. Le réseau Bienvenue à la ferme compte près de 8000 membres, tous soucieux d'offrir le meilleur aux consommateurs. Voilà, poursuite de ce JT des territoires. Si en plus vous souhaitez manger bio et local, alors vous allez regarder ce reportage qui arrive. Produire des yaourts bio et locaux, c'est l'ambition de la marque Cardelet, implantée dans le Val d'Oise. La recette semble fonctionner puisque ces yaourts sont proposés dans les cantines de restauration collective et même au Palais de l'Élysée. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on recevra le chef de l'Élysée vendredi dans Un homme, un territoire. On sera de retour en studio sur notre plateau. Il s'appelle Guillaume Gomez. Ça sera notre invité vendredi. Regardez ce reportage signé de Via Grand Paris. Ce matin, cette usine située à Argenteuil tourne à plein régime. Objectif de la journée, mettre en pot près de 5000 yaourts. Une fabrication qui débute par la pasteurisation. Le lait est chauffé à très haute température pendant une durée déterminée. Et ça permet d'éliminer les bactéries qui peuvent rester dans le lait après l'avoir collecté. Forte de 3 salariés, la petite entreprise est fière de travailler avec un lait bio et local. On va chercher le lait dans 2 fermes qui se situent environ à 90 km d'ici, dans le pays de Bray, dans l'Oise. Les vaches mangent bio, sont soignées de manière biologique, ils évitent au maximum tout ce qui est antibiotiques et tout ça, ils privilégient des médecines douces pour soigner leurs bêtes au quotidien. D'autres ingrédients sont ajoutés, les ferments lactiques et éventuellement des arômes naturels. La préparation est ensuite mise en pot, puis entreposée quelques heures dans cette pièce chauffée. Créée en 2013, l'entreprise Cardelet produisait au départ des yaourts à boire. Racheté en 2016 par Bruno Didier et sa femme, le couple décide d'élargir leur gamme aux yaourts classiques. Et le succès est au rendez-vous. En 2 ans, nous avons multiplié la production à peu près par 5 pour passer d'un peu plus de 100 000 yaourts annuels à 600 000 en 2018. Donc avec des investissements importants, bien évidemment, au niveau du moyen de production. On a une capacité de production qui nous permet de doubler notre production dans les années à venir par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Et ensuite, nous aurons atteint le seuil de productivité de ce site. Et nous envisagerons alors certainement un 2e site afin de mailler au mieux la région Île-de-France. Les yaourts sont servis dans certaines cantines collectives d'Île-de-France, dont celle du Val d'Oise, et même au Palais de l'Élysée. On peut aussi les retrouver dans plusieurs grandes surfaces et magasins bio de la région. Pour 2 pots, il faut compter entre 1,80 € et 1,90 € selon les parfums. Le couple a l'ambition d'en proposer un nouveau chaque année. Voilà, et pour ce JT des territoires en direct du Salon de l'Agriculture, on va se rendre maintenant dans les Vosges. Emmanuel Certelet s'est reconverti dans l'élevage ovin en 2005. Il possède actuellement 400 brebis en pleine période d'agnelage, ça s'appelle comme ça. Il mise tout son chiffre d'affaires sur la vente directe et vient d'ailleurs de s'installer en décembre au Drive fermier de Saint-Dié. C'est un reportage
de nos partenaires Viavos. Regardez. Ce doux bêlement, c'est celui des 220 agneaux nés ces dernières semaines dans la bergerie de Saint-Rémy, à proximité d'Étival Clairefontaine. À part quelques petits, dont les mères manquent de lait, les autres sont nourris à la mamelle. Cet ancien cuisinier a choisi de se reconvertir pour ne plus subir les contraintes de gestion du personnel. J'ai tenu une auberge 12 ans. Et donc j'avais 10 brebis à cette époque. Et de 10, je suis passé à 20, de 20 à 30. Et quand je me suis installé en tant qu'agriculteur en 2005, j'avais 100 brebis. Aujourd'hui, il possède 400 brebis de race romane et Hampshire. L'agnelage se termine mi-mars. Ensuite, l'heure sera venue de vendre certaines bêtes pour entretenir les prairies ou transformer les agneaux de 8 mois. On en vit même bien. Bon, par contre, il faut faire de la transformation. Pour vivre avec 400 brebis, il faut tout faire en vente directe. Depuis décembre, le berger participe au drive fermier de Saint-Dié qui devrait apporter davantage de régularité dans les ventes. Il retrouve ses clients sur les marchés et salons gourmands du Grand Est. Même si on pense au gigot d'agneau de Pâques, la diversification des transformations permet de vendre toute l'année. Les côtes d'agneau au barbecue, c'est pas mal aussi. Et on fait de la charcuterie, du gigot d'agneau de brebis fumé séché. C'est un des produits, je suis assez fier de mon produit car je suis le seul en France à faire ce genre de produit. Dans sa gamme, 6 sont labellisés Vosges Terroir. Tous les ans, l'ancien restaurateur invente de nouvelles recettes. Le dernier né, le fuseau lorrain à l'agneau, aura toute sa place à la 27e édition de la table vosgienne de Saint-Dié-des-Vosges, le premier week-end de mars. Voilà, on finit ce JT des territoires. On passe maintenant au Club de la Presse. Guillaume Doyen et Patrice Moyon sont avec nous. Et avant ça, c'est les revues de une de la presse quotidienne régionale avec Saveria Rojek dans un instant. À tout de suite. Bonjour Saveria, on démarre avec la une du Dauphiné évidemment, coup de chaud sur l'hiver, il fait vraiment chaud un peu partout, on le verra tout à l'heure dans la météo d'ailleurs, incroyable. Incroyable, de la France à la Scandinavie, les records de chaleur s'accumulent. En montagne, les skieurs tombent l'anorak. Les températures vont continuer de grimper et seront encore exceptionnellement douces aujourd'hui. Dernière semaine du mois de février. Ce mercredi, il fera entre 25 et 27 degrés dans plusieurs villes françaises, comme à Bordeaux, dans la capitale, on attend 21 degrés. Fait exceptionnel dû au réchauffement climatique. Sur ce point, eh bien, les avis scientifiques divergent, c'est-à-dire donc dans le Dauphiné libéré. Voilà, il fait chaud partout sauf ici, sur ce plateau, mais ça va venir. À la une de la Voix du Nord, les grands moyens contre la pollution, Saveria. Voilà, conséquence des conditions climatiques exceptionnelles, la pollution dans les grandes villes, c'est une première à Lille. Face à la pollution aux particules fines, le préfet a déclenché la circulation différenciée. Il faudra la vignette critère pour rouler aujourd'hui. Seuls les véhicules équipés d'une vignette 0, 1, 2 et 3 et ceux bénéficiant d'une dérogation pourront circuler. Les forces de l'ordre ont prévu des contrôles. Amende de 68 € pour les contrevenants. Mais ceux qui font du covoiturage pourront rouler malgré leur vignette 4 ou 5. Une mesure indispensable car pour la première fois depuis 2 ans, un épisode de pollution aux particules fines dure 3 jours d'affilée dans le Nord et le Pas-de-Calais. La faute à la circulation automobile mais aussi au chauffage. Voilà, la Voix du Nord. Nous accueillons tout à l'heure Hervé Favre de la Voix du Nord pour co-interviewer Nicolas Dupont-Aignan qui est notre invité politique tout à l'heure. On passe à la Provence avec une alerte rouge aux allergies ce matin. Pollen et pollution, un cocktail dangereux qui asphyxie la région. Et le risque d'allergie est donc très élevé, le plus élevé de France. Résultat, des nez qui coulent, d'une gorge qui gratte, des démangeaisons, la peau rouge. Bref, tout un tas de réjouissances. Pas de doute, les pollens sont bien présents sur toute la France. Alerte le réseau national de surveillance aérobiologique en pointant des températures dignes d'un mois de mai, voire d'un début d'été. 11 départements du sud de la France sont classés en risque allergie très élevé, même si quasiment toute la France est concernée dans cette ambiance. Les concentrations de pollen de cyprès explosent autour de la Méditerranée. Voilà, il manquerait plus qu'on ne le fasse pas. C'est dans Var Matin, c'est la région qui veut sauver
le miel et le rosé quand même, c'est un peu normal. Voilà, on reste ça. dans le sud, hein. Il faut sauver le miel et le rosé. La région sud veut se battre pour protéger les abeilles menacées par les pesticides et préserver la vigne en danger en raison de la sécheresse. En première ligne directement menacée, donc les ruches. Les abeilles sont en danger du fait des pesticides propagés dans les cultures, mais aussi le rosé. Les vignes sont-elles menacées par les conditions climatiques exceptionnelles, la sécheresse, voilà, consécutive de cette météo. Je vais demander à Patrice Moyon et à Guillaume Doyen qui veut sauver quoi, l'un le miel, l'autre le rosé, je ne sais pas, c'est pas sûr qu'ils nous donnent une réponse. On passe au club de la presse, ils sont là sur ce plateau, on les retrouve dans un instant. Alors, je ne peux pas choisir là tout de suite. Vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être présent sur ce plateau au Salon de l'Agriculture en direct avec nous ce matin. Et rebonjour Patrice Moyon, on vous voit tous les jours. Hein, vous appartenez à Ouest France, le plus grand quotidien français dont les rédactions sont dirigées par François-Xavier Lefranc, qui est présent d'ailleurs au Salon de l'Agriculture aujourd'hui. Guillaume Doyen, on démarre avec vous. Un très bon papier hein, dans la Gazette des communes, des départements et des régions sur l'urbanisme commercial. Vous écrivez la fin de la folie des grandeurs. Les chiffres d'ailleurs sont... on peut parler de folie des grandeurs quand on regarde les chiffres. Hein. Urbanisme commercial, c'est au fond tout ce qu'on construit aux périphéries des villes. Oui, vous savez que la France, c'est un peu le pays des centres commerciaux. Il suffit de s'y balader un peu pour le constater. 834 en France. Hein, 834, une explosion de construction de centres commerciaux lors des 15 dernières années. Ça a été la folie furieuse et c'est un peu la gueule de bois aujourd'hui. Ouais. 18 millions de mètres carrés, j'ai lu. Oui, c'est absolument colossal. 18 millions de mètres carrés. C'est un parc vaste et dans certains cas qui est vieillissant. Bon, cela dit, ça a fait la prospérité d'un certain nombre de collectivités, d'entreprises, tout ça va bien, mais aujourd'hui, elles souffrent, ces zones commerciales. Un certain nombre d'entre elles souffrent. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas que les commerces de centre-ville qui subissent un taux de vacances, c'est-à-dire un taux de non-location, si vous voulez, de non-occupation. 8,5 de taux moyen de vacances dans les zones commerciales. C'est moins chaque année. Hein, alors, ça nous rapproche quand même de ce qui se passe dans le centre-ville. Enfin, on est de 8 à 10%, ça dépend du type de zone commerciale, si vous voulez, mais ça reste relativement important et ça concerne un certain type de zone commerciale. C'est plutôt les plus petites, vous voyez, et puis aussi les plus vieillissantes. Donc, on a un souci aujourd'hui d'urbanisme autour de ça, si vous voulez, avec des zones dépérissantes dans la périphérie des villes moyennes ou un peu plus grandes. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que, au fond, la périphérie, on va dire, de nos villes, hein, banlieue bien sûr, mais périphérie de nos villes, va ressembler au fond à ce qui existe aux États-Unis où on voit des périphéries de villes très très abîmées du point de vue de l'architecture, du cadre de vie. C'est vraiment horrible, il faut le dire. Est-ce qu'on va vers ça en France ? Moi, je vous dirais que les dégâts sont déjà faits, en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien en France aujourd'hui... Les abords des grandes villes, vous voulez dire ? Les abords de grandes villes extrêmement laids tout de même, hein, qui se ressemblent tous, avec les mêmes enseignes, avec des bâtiments construits à la va-vite, et qui vieillissent en plus. Là, on a le témoignage d'un bailleur qui nous dit que la moyenne d'âge de son bâti, c'est 38 ans. 38 ans. Donc vous imaginez, elles n'ont pas été construites pour tenir un siècle. Donc elles se sont dégradées. Mais aujourd'hui, cela dit, les élus et les bailleurs et les commerçants se sont rendus compte qu'il fallait faire quelque chose. Donc ils repensent aussi leur modèle. Comment vous dire, la loi aussi l'a prévu. Depuis la loi dite Elan, avec la loi dite Elan, on est censé maintenant faire une étude d'impact sur la conséquence du commerce en centre-ville quand on établit des commerces à l'extérieur des villes, pour voir les conséquences que ça aura. Oui, c'est paradoxal parce qu'on parle beaucoup de la désertification des centres-villes, notamment des petites villes et des villes moyennes. Et donc, c'est quoi, au profit de ce développement de commerce en périphérie ? C'est-à-dire que maintenant, on se dit, je vais installer une zone commerciale en périphérie. Il faut se demander si ça ne va pas contribuer à aggraver la situation dans le centre-ville, si vous voulez, puisqu'on est bien quand même dans une situation actuellement de dépérissement des centres-villes dont on voit les résultats assez politiquement et socialement avec le mouvement des Gilets jaunes. Les 834 centres commerciaux qui existent en France, on peut les répartir en quoi comme activité ? Il y a énorme... Alors j'ai vu beaucoup là, dans le papier de la Gazette, d'ailleurs il y a des photos, il y a beaucoup d'entreprises d'ameublement qui sont là, oui, il y a beaucoup évidemment de commerces liés à l'alimentaire. Oui, vous avez l'ameublement, vous avez le vêtement, vous avez... le vêtement aussi beaucoup. Oui, les hypermarchés.
vous avez à peu près tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit quand on entre dans une zone commerciale. En général, c'est tiré par un hypermarché. C'est lui la locomotive du secteur. C'est l'hypermarché qui permet de faire marcher ces zones. Alors, on ne peut pas reprocher aux élus d'avoir autorisé l'implantation de ces zones. Ça leur rapportait de l'argent, ça rapportait de l'emploi. C'était pour le développement de leur commune. Mais maintenant, si on se dit qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est quand on pense au développement commercial, on pense à tout un secteur. Il faut s'entendre entre élus. Il faut avoir des schémas qui soient globaux. Ça paraît un peu technique, mais c'est absolument vital pour éviter des situations de concurrence entre collectivités qui sont mauvaises, si vous voulez. Une zone commerciale tous les 10 ou 15 kilomètres, c'est pas une bonne chose. Premièrement, c'est pas beau. Et secondement, ça finit par peser sur les centres-villes. Patrice Moyon, c'est le cas à Rennes aussi, ou pas? Vous vous rappelez cette émission dans les années 70 qui s'appelait La France défigurée? Oui. Qui était présentée par Michel Péricard d'ailleurs. Et au fond, on y est aujourd'hui. Ben oui, je pense que à Rennes, comme dans toutes les grandes villes de l'Ouest, il faut effectivement repenser ces zones commerciales, puis repenser aussi effectivement la vitalité des centres-villes. Comment est-ce qu'on évite le dépérissement de ces centres? Alors, c'est un très bon papier dans la Gazette des communes, des départements et des régions. Urbanisme commercial, la fin de la folie des grandeurs. On a dû voir ce papier à l'antenne pendant que vous parliez, Guillaume Doyen. Alors, mauvaise nouvelle oui. Dans les colonnes de Ouest France, c'est un nouveau ravageur qui menace la forêt française. C'est un champignon redoutable qui a été découvert dans les monts d'Arrée dans le Finistère. Alors l'histoire, c'est qu'en mai 2017, tout commence là. Un agent de l'Office national des forêts, l'ONF, qu'on connaît bien, repère un dépérissement anormal des mélèzes du Japon dans la forêt domaniale des monts d'Arrée dans le Finistère. Et là, Patrice Moyon, le papier le décrit bien, la catastrophe s'enchaîne. Ah oui, là, parce que c'est vraiment extrêmement dangereux. C'est un serial killer qui s'attaque aux forêts. C'est un champignon microscopique qui s'appelle le Phytophthora ramorum. Oui, bravo, parce que alors j'ai évité de le prononcer. Oui. Phytophthora ramorum, oui. Et alors, il donne des sueurs froides aux agents de l'ONF, effectivement, parce que déjà en Grande-Bretagne, il a fallu abattre des milliers d'hectares de mélèzes, et aux États-Unis, des milliers d'hectares de chênes. Et en France, le châtaignier pourrait être le vecteur aussi de cette maladie. Donc il faut intervenir le plus rapidement possible dès qu'on constate la présence de ce champignon. Oui, alors, et ça pose... Qu'est-ce qu'on fait? Alors abattre, aujourd'hui abattre. Il n'y a pas d'autre solution. Ben non, pas d'autre solution. Et on voit, alors ça pose aussi, on est au salon de l'agriculture, et on voit bien qu'avec le réchauffement climatique et la mondialisation des échanges, on va avoir à l'avenir une multiplication de ce genre d'incidents avec des petits champignons qui vont se balader. Des maladies aussi, par exemple. Je pense pour les éleveurs, la fièvre catarrhalovine, elle était présente avant sur la rive sud de la Méditerranée et aujourd'hui, elle touche des élevages, par exemple en Bretagne. Est-ce qu'il existe, Guillaume Doyen, des plans de bataille des élus? D'abord, est-ce qu'ils ont conscience de ces problèmes-là? Parce que là, ce papier d'Ouest France, je l'ai lu ce matin, donc on peut le retrouver sur le site internet, évidemment, ouestfrance.fr. Au fond, c'est des catastrophes qui arrivent, auxquelles on ne s'attendait pas. Le réchauffement climatique, vous dites, est peut-être une des conséquences, on n'en est pas sûr. Comment les élus peuvent prendre ce type de problème en main? Alors, il y a les élus, puis il y a tous les services de l'État, puisque souvent ce sont des catastrophes qui dépassent très largement le cadre d'une collectivité, d'une région. Ce sont des catastrophes nationales. Au niveau européen, par exemple, on peut agir? Même au niveau européen. Donc ce sont des urgences sanitaires et ce sont des plans qui sont coordonnés par le ministère de l'Agriculture ou de l'Environnement. Par exemple, ça ne se limite pas à l'action d'un élu, même s'il peut faire des choses. Mais c'est tellement énorme ce qui est décrit comme catastrophe. L'Office national des forêts, par exemple, ça dépend de quel ministère? Je crois que c'est l'environnement, l'agriculture. Et l'agriculture, oui. L'agriculture, on avait Didier Guillaume hier. Oui, et l'ONF qui ne se porte pas très bien, justement. Il y a des grandes difficultés et les agents de l'ONF se plaignent de l'absence de moyens. Plus que jamais, je pense que demain, on va avoir besoin de grands laboratoires publics capables à la fois de faire de l'expertise et faire de la veille. Et puis aussi de partager les informations sur un territoire. C'est-à-dire que ces questions-là, elles ne concernent pas évidemment uniquement les forestiers, elles concernent tous ceux qui habitent sur ce territoire. Comment vos lecteurs prennent ce genre de nouvelles? Alors là, vous avez sorti cette information, vous avez enquêté. Hein, c'est un papier d'ailleurs de Xavier Monardet. Vous avez des réactions quand vous avez ce genre de choses? Parce que les gens pensent aussi à leur jardin, à leur cadre de vie à eux, pas simplement aux forêts domaniales ou autres. Oui, alors c'est très intéressant parce que ces histoires-là,
elles intéressent nos lecteurs. Ça, on le sait, on en parle. Et puis, pour ce Phytophthora ramorum, on voit aussi... Bravo par exemple, pour la prononciation. Hein. on voit que c'est propagé aussi ça peut être propagé par les jardineries, parce qu'il est présent sur des rhododendrons. Donc ça veut dire que là aussi, il faut partager cette information. Guillaume Doyen, vous trouvez, vous qui êtes un spécialiste des élus, qu'ils sont très mobilisés sur ces questions d'environnement, les élus, ou la sensibilisation à ces problèmes-là, bon, il est arrivé un peu sur le tard, mais maintenant, ça y est, c'est partagé. Mais absolument, mais vous savez, les élus en France sont d'abord des élus de petites communes. Ce sont bien souvent des gens qui vivent dans la ruralité, donc ils connaissent toutes ces questions-là. Quand vous avez un désastre sanitaire qui va toucher ou les arbres, ou les végétaux, ou les bêtes, ou l'eau, ils le voient arriver à peu près directement. La conscience dont vous parlez, là, elle est peut-être plus récente, si vous voulez. La conscience des dégâts que fait l'activité humaine, chez les élus comme chez les citoyens, elle est plus récente. Vous trouvez que cette conscience existe au Salon de l'Agriculture aussi, quand on se balade dans les travées ? Alors, je connais votre point de vue, Cyril, sur ces pauvres bêtes que nous voyons en cage. Je n'en ai pas personnellement, et je dis pas ça par prudence. Je souffre pour eux, c'est vrai. Patrice Moyon, vous nous rappelez le nom de ce champignon dévastateur, s'il vous plaît ? Phytophthora ramorum. Oh, il est formidable et il est là tous les jours. Merci Patrice Moyon d'Ouest France. Merci Guillaume Doyen. On vous retrouve évidemment dans la deuxième partie de l'émission pour débriefer l'actualité et les propos de notre invité qui est Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, qui sera là tout à l'heure après la météo et le Zap Monde. La météo, on en parle justement. Saveria nous disait dans la revue de presse qu'il fait doux partout. C'est même peu de le dire. Profitez-en, ça va se gâter. Pas un nuage, que du beau temps en France. Aujourd'hui, on regarde la météo des territoires de Gilles Moreau. À tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, en direct du Salon de l'Agriculture de la Porte de Versailles, donc territoire d'info dans un instant. On reçoit Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. En attendant, on va aller regarder ce qui se passe du côté du monde. L'actualité est chargée aussi dans le monde, ce que vous devez savoir en quelques minutes de toute l'actualité du monde avec TV5 Monde. A tout de suite avec Nicolas Dupont-Aignan. Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Chapitre 2 pour Mouhamadou Bouhari. L'ancien général qui a déjà dirigé le Nigeria en 1983 pendant les dictatures militaires brigue un second mandat à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Une élection qu'il a placée sous le signe d'une lutte féroce contre la corruption qui ronge le premier producteur de pétrole d'Afrique. Des promesses qui ravissent ses supporters, descendus dans la rue célébrer sa réélection. Ils sont venus manifester, ils ont trouvé grille fermée. Peu importe, devant leur université, c'est leur colère qu'ils voulaient faire passer. Des étudiants mobilisés par milliers, une image inédite depuis des années en Algérie. L'expression de la conscience politique d'une jeunesse mécontente et inquiète pour l'avenir de son pays. Notre situation est catastrophique. Le président est absent. Les autres responsables ont pillé le pays.
Leur argent et leurs enfants sont à l'étranger, on vit dans la misère. Et au lieu d'améliorer nos conditions d'études, ils ont construit une mosquée à coût de milliards de dollars. Personne ne se soucie de nous. Un mariage douloureux, dont l'issue est finalement favorable pour les deux parties. Une décision unanime qui vient confirmer le jugement en première instance et rejeter les objections du gouvernement américain. Le département de la justice affirmait que cette fusion des activités de télécommunication d'AT&T, plus grand fournisseur de services téléphoniques locaux des États-Unis, et des contenus de Time Warner risquait de réduire la concurrence et d'entraîner des hausses de prix pour les consommateurs. L'union entre AT&T et Time Warner vise notamment à faire face à la concurrence de Netflix grâce aux chaînes du groupe telles que HBO et ses séries télévisées. Une réorientation stratégique nécessaire, car Disney mais aussi Apple veulent lancer leur propre plateforme de diffusion pour maîtriser les contenus et leur distribution aux consommateurs, à l'heure où les programmes à la demande représentent l'avenir de la consommation des contenus télévisuels. Icône de la mode et visionnaire, Thierry Mugler a créé certaines des plus belles silhouettes des années 80 et 90. Madonna et Céline Dion se sont arrachés ces costumes. C'est vrai que j'ai tendance à aimer les vrais de vrais, pas les fabriqués marketing, donc les vrais talents, les vraies bêtes de scène, oui.